Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT. Nous sommes le mardi 29 novembre. À la une de l'information, le projet de construction du futur hangar de l'aéroport de Châteauroux. À la clé, 10 000 m² de surface pour y développer l'activité de maintenance. Où en est l'aéroport vis-à-vis de ce projet de longue date? C'est la question à laquelle nous nous efforcerons de répondre. Les coulisses du bâtiment, 14e édition, c'était le 25 novembre dernier. L'opportunité pour près de 400 collégiens et lycéens de découvrir les métiers du bâtiment. Pour ce faire, un chantier de construction a été visité. Nous nous rendrons également dans l'atelier de Michel à Issoudun. Benoît Autissier nous présentera sa coinchette, une baguette ayant été élue meilleure baguette de l'année. Et puis, pas plus tard qu'hier, nous vous parlions des marchés de Noël. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à celui de Mer-sur-Indre. Il se tiendra ces 3 et 4 décembre prochains. Pour nous en parler, nous recevrons Claire Poulain de l'association Art Projet 36. Mais tout d'abord, partons à l'aéroport de Châteauroux et prenons des nouvelles du projet de construction et de son futur hangar de 10 000 m² destiné à l'activité de maintenance. 13 millions d'euros ont été engagés par la région après le retrait des partenaires privés. Le projet, qui devait initialement être livré au printemps 2017, devrait être prêt d'ici 30 mois. Un nouveau montage économique porté par la région a été annoncé. Plus d'explications avec Briègue Cavalin. Citant un modèle économique incapable d'aboutir, les élus du conseil régional en charge de l'aéroport ont pris la décision de détricoter le montage initial. Une énième mise à jour qui semble bien être la bonne après 10 ans d'ajustements administratifs et financiers. Nous avons essayé de travailler avec des initiatives privées et des banques, ça n'a pas abouti. J'ai décidé d'engager la région. C'est la région qui va construire, qui va financer et construire ce hangar pour très vite, dans un délai de 30 mois maintenant, pour pouvoir offrir à des grandes entreprises qui font de la maintenance, qui font de la peinture, un hangar qui pourra accueillir tous les modèles d'avions jusqu'à l'Airbus A380. Un engagement régional qui devrait permettre à l'activité maintenance d'aboutir sur l'aéroport pour le premier semestre 2019. Reste à choisir le maître d'œuvre, donc le cabinet d'architectes qui aura la responsabilité de construire le hangar. Une structure de 100 mètres par 100 sur 30 mètres de haut, comme devrait le préciser l'appel d'offres européen prévu courant décembre. Je pense que les contacts vont être beaucoup plus resserrés et que, compte tenu de la tension qu'il y a sur les hangars, on n'en a pas assez de hangars, je pense qu'un grand groupe peut effectivement se manifester en disant écoutez, nous on va faire de la maintenance et donc adapter, si vous voulez, l'appel d'offres au futur occupant qui aura un loyer à payer mais qui pourra aussi acheter effectivement, si vous voulez, ce hangar. Côté budget, rien n'a changé. Les 16 millions d'euros votés pour l'autorisation du programme sont toujours sur la table. 3 millions d'euros pour la tour de contrôle avec maîtrise d'ouvrage pour l'aéroport. 13 millions d'euros pour le hangar de 10 000 m² déployé par la région. Et après avoir racheté les études déjà réalisées, le chantier entre dans sa phase opérationnelle. Les décisions qui incombaient aux politiques ont été prises. Les financements sont actés. Donc on est dans l'opérationnel. Alors des coups de frein, on peut en avoir, mais ce seront des coups de frein techniques. Donc là, on est en étroite concertation avec les services de la navigation aérienne et puis les services de l'aéroport, et puis ensuite avec le maître d'œuvre lorsqu'il sera désigné, de manière à coordonner les chantiers et l'activité aérienne pour qu'effectivement cela puisse se faire sans qu'il y ait de fermeture de l'aéroport. Une nouvelle esquisse qui change sur le papier mais qui poursuit la voie tracée sur le terrain. La future desserte du hangar est presque terminée. Les pelleteuses s'attaquent à la mise à niveau du sol avec le tarmac. Suivront ensuite le choix des entreprises qui construiront à blanc dans un premier temps. Une première étape à confirmer dans la perspective d'un véritable pôle aéronautique sur les 40 hectares du foncier restant. Montrer ce que l'on ne montre pas d'habitude, c'est l'idée des coulisses du bâtiment, un rendez-vous pédagogique créé en 2003. Près de 400 jeunes y ont participé cette année. Objectif, leur faire découvrir une diversité de métiers et susciter des vocations. Pour cela, le site de construction de 47 logements situé à Châteauroux a été visité en présence de la Fédération française du bâtiment. Reportage signé Philippe Rioux. Depuis 2003, date de sa création, l'opération Les coulisses du bâtiment a accueilli dans l'Indre plus de 7000 jeunes. Vendredi dernier, ils étaient 370 venus de 15 établissements à découvrir à Châteauroux un chantier pas comme les autres.
On a essayé de donner un peu un look un peu différent à cette opération. C'était donc à l'issue d'un concours d'architectes qui avait eu lieu en 2014 et où on a des pentes de logement un petit peu douces qui rappellent un petit peu les sheds de l'usine qui est derrière et qu'on a voulu traiter donc en zinc, qui est un matériau à la fois noble et très pérenne dans le temps. Et donc, parmi les artisans présents sur ce chantier de 47 logements de l'OPAC, bien évidemment, il y avait le couvreur. L'intérêt de ces métiers, c'est que le soir, quand on a fini notre travail, au moins on voit ce qu'on a fait. Que nous, à des fois au bureau, on a travaillé, on est fatigué certes, mais on a fait plein de choses certes, mais on n'a pas vu ce qu'on a fait. Tandis que là, si on est allé 20 ou 30 fermettes, on le voit. Si on est allé 100 ou 200 mètres carrés de zinc, on l'a vu. Et ce qu'il y a, c'est qu'on travaille toujours sur un nouveau projet. On ne sait jamais deux fois la même chose, le bâtiment n'est jamais deux fois pareil. Présent aussi, le technicien plâtrier. Les métiers du bâtiment, c'est encore une image un petit peu négative parfois. C'est aussi quelque chose que vous voulez faire passer, ça ? Ah bah oui, le bâtiment, on sait très bien que voilà, on n'est pas très propre. Mais sinon, c'est agréable le bâtiment. Il n'y a pas que des mauvais points sur le bâtiment. C'est très bien. L'objectif, c'est de faire découvrir aux jeunes collégiens ce qui est la profession du bâtiment, de visualiser des ateliers maçonnerie, électricité, chaufferie, couverture, placo-plâtre, enfin tout ce qui sont les éléments de la construction d'un bâtiment. Le bâtiment, un secteur en pleine évolution, c'était l'un des messages que la fédération souhaitait délivrer. Aujourd'hui, tous nos techniciens, qu'ils soient maçons, électriciens, plombiers, couvreurs, ce sont des vrais techniciens qui font de la formation continue et qui veulent transmettre auprès de jeunes tels que l'on a aujourd'hui leur savoir. Difficile de dire si tel ou tel de ces jeunes de 13-14 ans se dirigeront plus tard vers les métiers du bâtiment, mais ils auront découvert au moins une fois tout le panel des possibilités offertes par ce secteur qui emploie dans l'Indre plus de 3000 personnes. À l'occasion du Salon de la gastronomie de Châteauroux, 2 concours ont été organisés le 19 novembre dernier, celui de la meilleure baguette tradition et celui du meilleur croissant du département. Cette année, le prix de la meilleure baguette tradition a été attribué à Benoît Châtelain, boulanger de l'atelier de Michel à Issoudun. 5 critères lui ont permis de se départager de la quinzaine de candidats en lice. Aspect, goût, cuisson, odeur ou texture, des signes qui témoignent d'un savoir-faire artisanal que la Fédération des boulangers-pâtissiers de l'Indre essaye de préserver. Visite au fourneau de l'artisan avec Briègue Cavalin. Lorsqu'Aline et Michel Plard ont décidé de lancer leur atelier il y a un an en complément de leur boutique à Villatte, l'idée c'était de développer l'activité mais pas au détriment d'une certaine qualité. Parmi la dizaine de salariés, Bruno affiche déjà 26 ans d'expérience en boulangerie, un atout pour démontrer le savoir-faire artisanal. Notre établissement, même s'il n'a pas l'aspect d'une boulangerie traditionnelle, on fabrique notre pain, on fabrique notre pâtisserie, on fabrique nos chocolats, comme dans une petite boutique, sauf que là c'est plus grand. Notamment avec Bruno qui est un véritable passionné, il adore son métier et il a plaisir à faire plaisir et du coup toujours plein de bonnes idées, d'où le prix qu'il vient de recevoir, meilleure baguette du département de l'Indre. Lauréat du concours organisé par la Fédération des boulangers-pâtissiers de l'Indre, Bruno s'est démarqué de la quinzaine de candidats pour sa baguette tradition, le produit phare de la profession. Un incontournable du quotidien où chaque critère a son importance, de la préparation à la cuisson, sans oublier le goût. Ce que l'on cherche en permanence, c'est une mie bien grasse, avec des alvéoles. Et quand on arrive à sortir ça, on peut être content. C'est une farine de tradition, je dirais, toute classique. Ensuite, pour ma part, moi je travaille sur le vin. Ça, c'est un choix. Je préfère faire des fermentations lentes, donc je fais ce qu'on appelle du pointage bac en termes de boulangerie, c'est-à-dire que ma pâte est faite la veille et repose toute une nuit au frigo. Et ensuite, on lui laisse le temps. On essaye de faire du mieux qu'on peut tous les jours. Le plus dur, je dirais, c'est de pas faire bien une fois, c'est de faire bien tous les jours. Une philosophie que le boulanger a fait sienne. Régulièrement, il propose de nouvelles recettes à ses clients.
Comme là, on vient de passer la période du Beaujolais nouveau, on a fait un pain Beaujolais rosette sous forme comme un saucisson suspendu avec une ficelle où on peut le suspendre en présentation comme ça. On essaye de se démarquer toujours, être en recherche du petit truc qui fait que on n'a pas la même chose que les grandes surfaces ou les gens qui fabriquent pas leur pain. Et si depuis un an il surprend les Issoles du Noix avec son croque abricot, noisettes et raisins ou ses recettes de pain au saumon, Bruno a déjà quelques idées pour les tables de Noël. Sa baguette tradition récompensée devrait elle aussi faire partie de la fête. Une trêve avant de concourir à l'échelle régionale et pourquoi pas au national. Et à noter que le prix du meilleur croissant a été remporté par Benoît Autissier, lui-même détenteur du titre de la meilleure baguette tradition en 2015. C'est l'heure de retrouver l'invité du jour. Il s'agit de Claire Poulain qui va nous parler de l'édition 2016 du marché de Noël de Mers-sur-Indre. Madame Poulain, bonsoir. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de l'association Art Projet 36 qui supervise ce marché de Noël à Mers-sur-Indre qui se tient ce 3 et 4 décembre prochain. Alors c'est un marché assez original parce qu'il est les stands, ce sont des artistes ou associations d'art qui les tiennent. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler des objets qu'on va trouver sur ce marché ? Alors, il y a toutes sortes d'objets, évidemment, puisque chaque artiste a sa spécificité. On peut trouver de la sculpture, on peut trouver de la peinture, de la céramique, des bijoux. Après, il y a tout ce qui se passe entre les deux, en matériaux, de la terre, du papier... Voilà, c'est éclectique. C'est éclectique, on a déjà un aperçu, puisque vous nous avez rapporté quelques objets qu'on a disposés sur le plateau. Alors concernant les artistes et les associations présentes cette année, combien sont-ils, combien sont-elles ? On peut accueillir une vingtaine d'artistes, donc chacun ayant un petit stand, c'est assez modeste, mais assez. Donc, on préconise de présenter des objets, des petits objets. C'est à la fois une exposition, à la fois une présentation, et puis sans perdre l'idée de vue d'un marché, d'un vrai marché, avec son petit stand, et puis de quoi accrocher quand même des tableaux. Alors pourquoi s'être dit on va faire un marché, mais avec des artistes, c'est une façon de mettre en avant ces artistes locaux. Je crois que ça n'existe pas beaucoup. Et donc résolument, ce sont des artistes. On se démarque aussi de l'artisanat. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de chocolat, pas de boudin. Et donc c'est aussi l'occasion de faire travailler les artistes, de leur donner l'opportunité d'une vitrine. Et voilà, et puis avec cette notion de vente aussi au moment des cadeaux, je pense que c'est original. On sort du supermarché, on peut offrir des objets qui sont personnalisés, soit qu'on achète, soit qu'on offre. Alors justement, il y a de la peinture, vous le disiez, de la sculpture. On imagine qu'il y aura des pièces uniques. Il faut venir dès l'ouverture samedi à 14h ou... Il n'y a que des pièces uniques. Il n'y a que des pièces uniques, oui. Oui, parce qu'on est dans la création. Donc, il y en a peut-être qui se ressemblent un petit peu. Voilà, il y a quelques objets qui se rapprocheraient plutôt de l'artisanat. C'est le matériau qui va faire en sorte que chaque objet soit fabriqué quand même à la main. Donc voilà, il n'y a pas de fabrication industrielle. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire. Donc en fait, oui, plus tôt on vient, plus on aura de choix. Oui, je crois que personne ne va manquer de quoi que ce soit. Parce que c'est sur 2 jours, effectivement, on a fait le choix aussi du samedi après-midi et du dimanche. Le samedi après-midi, disons que c'est peut-être plus un public qui est très intéressé, motivé. Le dimanche, il y a beaucoup plus de monde, mais c'est plus des gens. Oui, peut-être aussi, mais des gens qui vont plus regarder ou découvrir que de venir partager un moment avec les artistes aussi, puisque bon, il y a de la vente, mais il y a aussi des contacts, voilà. Et puis faire découvrir ce qui existe aussi dans ce réseau de l'Indre. Il y a quand même beaucoup d'artistes qui n'ont pas toujours la
possibilité de montrer leur travail. Donc il y a ces artistes locaux, il y a jusqu'à Châteauroux, Sarzay, Mers-sur-Indre, Montiporet, mais il y en a aussi qui viennent de Tours, de Paris, donc ça élargit un petit peu le... Et alors, quel retour vous font ces artistes justement? Vous dites une vitrine pour eux. Est-ce que ça les aide à se faire connaître? C'est quoi les retours? Alors, il y en a qui se font connaître par ça, et il y en a d'autres qui sont là quand même pour vendre. Et puis, c'est un indicateur. Quand on a vendu, je crois que ça satisfait l'artiste, et puis ça montre que quand même ce travail existe, et puis qu'il intéresse un public. Je pense que c'est assez important, c'est une reconnaissance. En même temps, cette idée de marché, je pense que c'est aussi désacralisé, c'est-à-dire que le fait de montrer des petits objets, on reste dans la notion de marché, on est dans la notion d'art. À la fois, c'est désacralisé, sans dévaloriser. Je crois que ça s'articule sur des notions que j'aime bien défendre. Et ta proposition, c'est un peu celle-là. Oui, en fait, les artistes sortent de leur atelier et puis l'art sort des musées, en fait, des salles d'exposition. Voilà, c'est dans un autre type d'événement. Alors, justement, les achats de Noël, ça représente un certain budget. On dit souvent que ce qui est rare est cher en plus, mais en même temps, on comprend que les artistes doivent pouvoir vivre de leur métier. Alors, au final, quelle est la fourchette de prix des produits qui seront vendus ce jour-là ? La première édition, on avait un peu lancé de faire des acquisitions entre 1 euro et 51 €. Bon, on a dépassé ça, mais c'était un marché qui nous avait tellement surpris par la réussite, on va dire. Et en même temps, on ne peut pas s'en tenir là. Je crois que les artistes ont besoin de travailler, de montrer aussi autre chose, d'aller au-delà de cette valeur. Après, elle appartient à chacun. Je crois qu'il y a des artistes qui sont très connus et qui, localement, sont connus pour valoriser les pièces qu'ils vont montrer. Donc, il n'y a pas de créneau de prix, je pense que ça appartient à chacun. Mais ce que j'aimerais dire quand même, c'est que quand on achète des pièces entre 50 et 100 €, ça peut pas paraître cher, parce que je pense que quand on va acheter des chaussures, on va acheter son manteau, on va acheter c'est souvent bien plus cher, les pneus de sa voiture. Voilà, si on relativise comme ça, je pense que c'est pas cher. Et dernier point, comment ce salon a-t-il évolué, parce que c'est la 8e édition déjà. On doit refuser des artistes aujourd'hui. Oui, on a beaucoup de demandes. On a beaucoup de demandes parce qu'il y a moins de lieux de monstration que d'artistes qui travaillent. Donc forcément, de ce point de vue-là, c'est une réussite. Et si on pouvait faire plus grand, on le ferait. Mais voilà, je pense que le public qui répond à ce rendez-vous montre que c'est quelque chose qui manque. Si ça n'existait pas, je pense que on le solliciterait. Et donc, pour finir cet événement, ce sera dans la salle du domaine de Mers-sur-Indre. Salle du domaine, qui est une très belle salle. Voilà, ça n'a pas changé. Prêtée par la commune, oui. Très bien. Madame Poulain, merci pour ces précisions. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette édition. À suivre, Clap de Bip suivi de Panda dans la brume, épisode 9. À 20h50, préparez les pop-corn, place au Ciné-Club avec 24 heures chez les Martiens, un film de science-fiction de 1950 réalisé par Kurt Neumann. Vous partirez à la conquête de la planète Mars. Quant au Bip Info, il revient demain. Excellente soirée sur Bip TV et merci de votre fidélité.